Nous arrivons maintenant au chapitre 10 qui s'intitule Le calcul des coûts partiels et la méthode de l'imputation rationnelle. Ce sera le dernier chapitre de notre programme de première année dans le cadre du processus 5. Alors, qu'est-ce qu'un coût partiel? On le définit comme un coût qui ne prend en compte qu'une partie des charges. C'est facile à mémoriser. En quoi est-ce qu'il peut être utile? Bien, en fait, il va permettre de préparer des décisions d'importance stratégique, comme par exemple décider de poursuivre ou d'abandonner une activité en ne calculant qu'une partie justement des coûts de cette activité, ou bien alors choisir de sous-traiter une activité ou au contraire de produire, de fabriquer, de commercialiser soi-même. Dans ce chapitre, nous allons découvrir trois méthodes importantes. La méthode du coût variable pour commencer, puis la méthode du coût marginal, et pour terminer, la méthode de l'imputation rationnelle. La méthode du coût variable, tout d'abord. Elle s'appuie bien évidemment sur la notion de coût variable. Je vous rappelle, car nous l'avons vu dans un chapitre précédent, que le coût variable ne prend en compte que les charges variables ou opérationnelles. On dit que la variation de ces charges est proportionnelle au volume d'activité. Lorsque le produit ou le service fabriqué ou commercialisé disparaît, alors les charges variables correspondantes disparaissent également. On peut identifier ces charges variables ou opérationnelles en observant l'évolution des charges ou sur la base d'analyses statistiques. Nous allons nous appuyer sur une petite illustration simple, l'entreprise Securicov qui fabrique des coffres pour les particuliers. Vous disposez des données annuelles, mais ce qui va nous intéresser surtout, ce sont les données des 3 derniers mois, que vous voyez apparaître ici. Alors, à l'aide du tableur Excel, nous allons déterminer une droite de tendance. Rappelez-vous, l'équation est du type y égale à x plus b, sachant que A correspond toujours aux charges variables unitaires, B aux charges fixes totales dans notre modèle, et dans le cas présent, x est notre niveau de chiffre d'affaires et y correspond au salaire brut. Donc, si nous continuons ainsi, à l'aide du tableur Excel, nous allons, en nous appuyant sur les données dont nous disposons, faire apparaître un graphique sur lequel nous allons donc, à partir de la droite de tendance, faire un clic droit pour voir apparaître l'équation d'ajustement linéaire qui est ici égale à 0,05x plus 12 800. Il ne faudra pas oublier de cocher afficher l'équation sur le graphique. Je vous invite à visualiser le petit tutoriel qui suit pour mieux comprendre la façon de travailler sous Excel. Donc, pour reprendre notre illustration, nous avons donc une équation qui est égale à 0,05x plus 12 800. Y égale 0,05x plus 12 800. Donc avec les charges fixes de 12 800 €, avec les charges variables unitaires de 0,05, c'est-à-dire 5% du chiffre d'affaires. Si nous partons maintenant de nos charges variables initiales, nous allons rajouter la part de charges variables de nos salaires, soit 5% d'1 700 000 qui est notre chiffre d'affaires des données de départ, ce qui nous fait un total de charges variables de 725 000 € maintenant, qui inclut donc notre part de charges variables de nos salaires. Et nos charges fixes qui étaient de 347 200, nous y ajoutons les 12 800 € de charges fixes correspondant à la part fixe de nos salaires bruts, ce qui nous donne un total de 360 000 €. À vous de refaire le travail à l'aide de la matrice Excel. Alors la marge sur coût variable, rappelez-vous, elle se détermine à partir de la différence entre notre chiffre d'affaires et notre coût variable. Lorsqu'elle est positive, bien évidemment, on dit qu'elle contribue à la couverture des charges de structure ou des charges fixes. Je rappelle qu'elle peut également se calculer en valeur absolue, mais également en valeur relative, c'est-à-dire en pourcentage du chiffre d'affaires. Ce qui se calcule d'ailleurs assez souvent lorsque l'on veut déterminer ensuite un seuil de rentabilité. Nous en avions déjà parlé. À quoi cela sert? Bien tout simplement à observer quel est le produit ou le service qui couvre le plus les charges fixes pour décider ou pas d'abandonner un produit ou un service ou bien d'en développer d'autres. Abordons maintenant la méthode du coût marginal.
Alors la notion, elle est définie par le plan comptable 1982. C'est le coût constitué par la différence entre l'ensemble des charges nécessaires à une production donnée et l'ensemble de celles nécessaires à cette même production majorée ou minorée d'une unité. Pour faire simple, il s'agit de la différence de coût entre une quantité de produits fabriqués actuellement et une quantité de produits qui sera fabriquée, soit en plus, soit en moins. Donc, c'est le coût total d'une série moins le coût total de la série précédente. Qu'il s'agisse d'un lot de fabrication, d'une commande supplémentaire. Alors, à court terme, si la structure est inchangée, donc si les charges fixes restent identiques, alors le coût marginal unitaire est égal uniquement au coût variable unitaire. Alors que si l'entreprise modifie sa structure, c'est-à-dire que si les charges fixes augmentent, alors le coût marginal unitaire serait égal au coût variable unitaire plus à la partie de coût fixe supplémentaire. Par unité, bien sûr, puisque nous raisonnons unitairement. Prenons le cas de l'entreprise Kaiton qui fabrique des kitesurf en série. Elle en fabrique actuellement, elle les fabrique par série de 1000 et actuellement elle peut aller jusqu'à 6000 kitesurf par mois, soit 6 séries sans changer de capacité de production, sans changer de structure. Mais à partir d'une production de 8000 kitesurf, il lui faudrait investir plus, avec des charges de structure qui augmenteraient de 2 500 000. Le supplément de charges fixes serait de 2 500 000. Cet exemple est caricatural, bien sûr, pour que vous compreniez bien. Voici les coûts prévisionnels dont nous disposons pour le mois de mars. Toujours à partir de notre entreprise Caisseur, nous avons donc des quantités produites qui vont de 6 000 à 7 000. Nos charges fixes, elles étaient de 3 millions d'euros, mais elles passent à 5 millions 5 puisque nous avons une augmentation de charges de structure de 2 500 000. Nos charges variables, quant à elles, elles sont proportionnelles à la production. Notre coût total a donc augmenté compte tenu de l'augmentation des charges variables et des charges fixes, évidemment. Le coût marginal de la série, il est égal à la différence entre notre coût total de 5 100 000 et 4 800 000 précédemment. Et pour le 2 800 000, nous faisons le calcul suivant, 7 900 000 moins 5 100 000. Notre coût marginal unitaire, quant à lui, il se calcule en faisant la division entre notre coût marginal de la série divisé par l'augmentation des quantités produites, 7 000 moins 6 000, c'est-à-dire 1000. Et pour le 2800, nous prenons 2 800 000 divisé par l'augmentation de quantité produite, 8 000 moins 7 000, c'est-à-dire 1000. Je vous invite maintenant à suivre le tutoriel qui suit pour refaire le travail sous Excel plus facilement. Vous disposez de la matrice Excel, à vous de refaire le travail. Quel est l'intérêt de la méthode? Bien évidemment, cela sert à la prise de décision à court terme. Attention. Souvent, on va s'en servir pour décider d'accepter ou pas une commande supplémentaire. Et bien évidemment, cela sert aussi pour la détermination du prix de vente d'une unité supplémentaire, puisque ce prix de vente, il sera normalement supérieur au coût marginal. En dessous, nous serions à perte, bien évidemment. Alors, pour terminer, la méthode d'imputation rationnelle. Quels sont les fondements? En fait, le problème qui se pose pour l'entreprise, c'est que lorsque son coût de revient fluctue, à ce moment-là, il est difficile de fixer un prix de vente. La méthode d'imputation rationnelle va permettre de lisser le coût unitaire de revient, c'est-à-dire de rendre ce coût moyen, quelles que soient effectivement les quantités produites et le coût de revient qui pourrait fluctuer au cours du temps. Alors, la mise en œuvre de la méthode se fait selon différentes étapes. Tout d'abord, il nous faut définir le niveau d'activité normale. On va définir ce niveau d'activité normale par rapport à l'observation de ce qui se fait habituellement dans l'entreprise. Nous allons déterminer un coefficient d'imputation rationnelle. Ensuite, grâce à ce coefficient d'imputation rationnelle, nous allons incorporer les charges fixes au coût du produit ou du service. Et puis enfin, nous déterminerons les écarts d'imputation. Alors, le niveau d'activité normale, il correspond à une activité moyenne qui est habituelle dans l'entreprise. C'est une activité de référence. Le coefficient d'imputation rationnelle, il se fait toujours dans cet ordre-là.
on prend le niveau d'activité réel ou constaté que l'on divise par le niveau d'activité normale. C'est donc un ratio, une division. Ensuite, lorsque nous avons calculé ce coefficient d'imputation rationnelle, nous allons nous en servir en prenant les charges fixes réelles que nous multiplions par ce coefficient. Nous pouvons donc calculer ensuite un coût total en prenant en compte la totalité des charges variables plus la fraction des charges fixes imputées qui ont été imputées, je vous le rappelle précédemment, grâce au coefficient d'imputation rationnelle. On peut enfin terminer par calculer un écart d'imputation rationnelle en faisant la différence entre les charges fixes réelles ou constatées moins les charges fixes imputées. Lorsque cette différence est négative, c'est-à-dire les charges fixes sont inférieures aux charges fixes imputées, alors cela veut dire que nous avons un bonus de suractivité ou un profit de suractivité, puisque nous avons à ce moment-là moins de charges fixes réelles que de charges imputées, donc c'est mieux pour l'entreprise. Lorsque cette différence est positive, alors cela signifie que notre niveau de charge fixe réelle est supérieur au niveau de charge fixe imputée. Nous avons donc plus dépensé. C'est donc un malus de sous-activité ou un coût de sous-activité ou de chômage. Donc, pour récapituler, charge fixe réelle supérieure à charge fixe imputée, nous avons donc un dépassement qui provient de la répartition des charges fixes sur des quantités produites qui sont inférieures aux quantités prévues. Nous n'avons pas pu absorber toutes nos charges fixes. Et c'est donc un malus de sous-activité. A contrario, lorsque nos charges fixes réelles sont inférieures à nos charges fixes imputées, alors nous avons une différence d'imputation négative. Nous avons donc une économie car nous avons à ce moment-là absorbé nos charges fixes grâce au surcroît d'activité et c'est donc un boni de suractivité. Prenons pour exemple l'entreprise Redless qui fabrique des parapluies. Son activité normale est de 50 000 parapluies et elle a une activité qui a fluctué au cours des mois d'octobre, novembre et décembre pour commencer à 40 000 parapluies et aller jusqu'à 60 000. Son coût de revient a donc varié chaque mois, ce qui pose un problème effectivement pour la détermination du prix de vente. En utilisant la méthode d'imputation rationnelle, nous allons donc calculer le coefficient d'imputation rationnelle en faisant la division de 40 000 par 50 000, nous obtenons 0,80 et 60 000 divisé par 50 000 nous donne 1,2. Nous avons ensuite possibilité d'imputer nos charges fixes en faisant la multiplication de notre montant de charges fixes 190 000 que nous avions tout à l'heure fois 0,8. 190 000 fois 1 nous donne 190 000 et 190 000 fois 1,2 nous donne 228 000. Voilà notre coût d'imputation rationnelle en faisant la somme des charges variables plus les charges fixes imputées. On observe à ce moment-là que notre coût de revient unitaire est toujours le même maintenant, c'est-à-dire que l'on fait la division 450 000 divisé par 40 000, 565 000 par 50 et 678 000 par 60 000 parapluies. Nous avons donc lissé notre coût de revient, ce qui va faciliter la détermination du prix de vente. Nous pouvons déterminer maintenant l'écart d'imputation rationnelle par différence entre nos charges fixes constatées et nos charges fixes imputées. Et nous trouvons à ce moment-là plus 38 000 pour la première quantité de parapluies fabriqués. Nous fabriquons moins que prévu, donc nos charges fixes constatées vont évidemment, charger un petit peu plus notre production. Et il s'agit donc d'un malus, d'un coût de sous-activité. A contrario, quand nous fabriquons 60 000 parapluies, notre écart va être négatif, 190 000 moins 228 000, donc moins 38 000. Nous avons donc nos charges fixes qui vont au contraire se répartir sur un plus grand nombre de parapluies fabriqués. Nous obtenons donc un bonus de suractivité. À vous maintenant de refaire ce travail en vous appuyant sur le tutoriel qui vous est présenté par la suite. L'intérêt de la méthode est surtout de permettre une fixation du prix de vente plus facilement lorsque l'on aura donc lissé les coûts de revient.
Voilà, nous avons donc terminé la présentation de ces trois méthodes, méthode des coûts partiels, méthode du coût marginal, méthode de l'imputation rationnelle. Je vous invite maintenant à retravailler toutes ces notions lors des applications que nous allons faire. Bon travail!